Honorable assistance, mesdames et messieurs, chers panélistes, je suis extrêmement ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et de participer à la 15e session du Forum de Meddays. Je tiens à remercier Monsieur Faisal Fihri de m'avoir invité et d'avoir organisé cette session qui est dédiée à la santé. Je suis très heureuse parce que j'ai le plaisir d'animer un panel composé de grandes dames. Parce qu'en général, c'est très rare qu'on trouve un panel où il y a plus de dames que d'hommes. Donc, on est honoré d'avoir Monsieur Jean avec nous. Et, et donc, dans cette session, nous allons traiter l'investissement dans la santé et la constitution de la souveraineté sanitaire. Un sujet d'actualité, un sujet qui est extrêmement important parce que la Covid nous a démontré et elle a démontré à tous les gouvernements du monde entier l'importance de la santé et son impact économique et social. Il nous a également prouvé que avoir la disponibilité des produits de santé essentiels est très important pour sécuriser la santé publique. Et à partir de là, la Covid, dans le cas de l'Afrique et aussi dans le cadre des autres pays, elle a montré la vulnérabilité des systèmes de santé de par le monde. Et elle a obligé les gouvernements à revoir leurs priorités et d'augmenter le budget de la santé et de mettre en avant la santé dans leur axe stratégique. Au niveau de l'Afrique, la vulnérabilité, elle est dans tout l'écosystème de la santé. Je commence par les infrastructures sanitaires. En Afrique, uniquement 50% des Africains ont accès à des infrastructures sanitaires modernes. Au niveau des professionnels de santé, nous avons seulement 18 médecins pour 100 000 habitants et nous voyons partir beaucoup de nos médecins, des milliers de médecins par an, formés en Afrique vers l'Occident. Donc, il y a un effort à faire en termes de formation et de rétention de nos professionnels de santé, médecins et aussi corps paramédical. Si on parle de la production locale, 3% de la fabrication internationale en industrie pharmaceutique en Afrique, seulement 3% du monde entier, sachant que l'Afrique représente 17,2% de la population mondiale. En Afrique, nous avons 374 fabricants situés dans 74 pays pour 1,2 milliard d'habitants. Petite comparaison avec la Chine. La Chine, ils ont 5000 fabricants pour 1,2 milliard d'habitants. Une autre comparaison, c'est au niveau de la recherche. Toujours dans la fabrication, nous n'avons aucune usine de matières premières au niveau de l'Afrique. Si on parle de la recherche et développement, uniquement 4% des études cliniques à l'échelon mondial sont allouées à l'Afrique. Et là, dans la plupart du temps, ce sont des études cliniques qui sont en relation avec l'infectiologie et avec le système nerveux central. Ce n'est pas des études très poussées dans des molécules pointues en oncologie ou autre. Alors, pour moi, tout ça... je rajoute aussi que la double peine aujourd'hui de l'Afrique, c'est aussi la croissance des maladies non transmissibles, diabète, hypertension, obésité, qui vont se rajouter aux maladies transmissibles. Mais tout ça, moi, je le vois une opportunité, une grande opportunité d'investissement dans la santé au niveau du continent africain. C'est aussi... en termes d'investissement, c'est très important d'être en Afrique parce que the future is Africa. Pourquoi? C'est des chiffres que vous avez sûrement entendus au cours de ces 3 derniers jours. D'ici 2050, le PIB de l'Afrique va doubler, la démographie de l'Afrique va doubler, l'urbanisation va passer de 40 à 60% et les dépenses des consommateurs va tripler. En plus de ça, nous avons une très forte pénétration de la technologie et des réseaux. Donc, c'est un continent qui est connecté. Donc,
c'est beaucoup d'opportunités au sein de l'Afrique et it's the place to be aujourd'hui. Alors, ces thématiques-là, nous allons les approfondir et nous poser la question, comment construire cette souveraineté nationale? Quels sont les défis et les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour les relever? Qu'en est-il de la production locale? Qu'en est-il de la recherche et développement? Qu'en est-il de l'investissement de tout ça? Et toute cette souveraineté sanitaire, son objectif principal, c'est d'assurer un accès équitable, affordable et de qualité à tout le continent, à tous les citoyens. Alors, pour discuter de tout ça, j'ai un panel d'expertes et j'en suis extrêmement fière. Quand j'ai vu les bios, j'étais vraiment très heureuse de voir toutes les réalisations de ces grandes dames. Et je vais commencer par professeur Arzadi. Je ne sais pas si on a besoin de la présenter. Et je suis vraiment ravie de vous avoir dans ce panel. Professeur Arzadi, elle est chirurgienne, oncologue. Elle a été désignée par Sa Majesté dans la commission du nouveau modèle de développement. Elle est aussi consul honoraire de la Gambie. Professeur Arzadi, vous avez la vision macro parce que vous êtes dans les instances de décision. Et vous avez la vision micro parce que vous côtoyez le patient à longueur de journée au quotidien. Et dans le cadre du nouveau modèle de développement, vous avez été sur le terrain et vous connaissez la réalité, notre réalité. Et d'après vous, quels sont les défis des systèmes de santé et quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour les relever? Et merci. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être invitée dans ce prestigieux forum, MedDays, connu et reconnu par ses travaux, par la qualité de ses travaux, et félicite son président fondateur. Et aussi, je crois que je dois le rapprocher. Et aussi, je suis honorée de participer à ce panel en félicitant Madame Chmenti pour sa modération. Alors, investir dans la santé pour assurer la souveraineté sanitaire. Quoi de plus urgent à faire? Quoi de plus juste, de plus nécessaire pour plus d'équité dans ce monde tellement interconnecté, mais aussi fragile, fluctuant, fragmenté. Car la pire des injustices planétaires, c'est d'avoir une inégalité d'accès aux soins pour tous. Un chiffre. Même si des efforts considérables ont été consentis, c'est la couverture sanitaire universelle en Afrique qui ne dépasse pas les 50%. Ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui peut avoir accès aux soins en Afrique. Les soins de base, je veux dire, ce qui explique les nombreux défis à relever pour assurer cet accès équitable, abordable et de qualité. J'insiste toujours sur la qualité des soins de santé pour tous. En tant qu'acteurs de la santé, notre responsabilité est de réfléchir sur les systèmes de santé, se projeter dans le futur, dans le médecin du futur, avec sa formation, sa qualité de sa formation, l'hôpital du futur, connecté avec un confort indéniable pour le malade. Les maladies du futur, le Covid et ses crises pandémiques, ne sont que le début d'un long chemin. Les changements climatiques feront apparaître des maladies insoupçonnables. Vous allez me dire que c'est de l'utopie, mais l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Si la santé est la base du développement d'un pays, elle est complexe. Pourquoi? Parce qu'elle est très interconnectée. Et c'est l'affaire de tous.
elle dépend de déterminants de la santé. Évidemment, tout le monde le sait, mais on ne l'applique pas. La question principale, c'est comment développer une santé pérenne, résiliente, et comment assurer une souveraineté sanitaire après avoir vu et vécu le traumatisme du Covid et l'égoïsme des nations quand les frontières se sont fermées. Cela dépend d'abord d'une volonté politique pour prioriser la santé. Et aujourd'hui, le Maroc a cette volonté politique grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi. Les pays africains, au même titre que le reste du monde, ont mesuré à quel point leur système de santé, tu le disais Radia, pouvait être fragilisé et rendu inapte à prendre en compte de nouveaux types de besoins. En fin de compte, cette épidémie meurtrière a fini par convaincre les décideurs de la nécessité de bâtir un système de santé renforcé, en mesure de répondre aux besoins nouveaux et apte à faire face à des chocs exogènes. Malgré une amélioration régulière, il faut quand même le dire, des principaux indicateurs sanitaires, il y a l'espérance de vie qui a augmenté, il y a des pôles d'excellence un peu partout, dans plusieurs pays de notre continent. Il reste de nombreux défis. Ceux qui sont prononcés en Afrique, et puis ceux qui sont mondiaux. Prononcés en Afrique, et d'abord cette histoire de budget. Et là, ça dépend d'une volonté politique pour que le budget, de prioriser ce budget de la santé, qui a toujours été le parent pauvre. La santé a toujours été le parent pauvre des politiques. On ne consacre pas plus que 5,3% du PIB. Alors que lors de la conférence d'Abuja, on s'était mis d'accord, tous les pays s'étaient mis d'accord pour que ce budget soit de 15 à 17% pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Seuls 4 à 5 pays ont pu respecter cet accord. Le budget, la gouvernance, il faut se l'avouer. Et quand on avoue les choses, on peut évoluer. Il faut se l'avouer, la gouvernance n'est pas toujours au top. Par mauvaise gestion, inefficacité des ressources, leur redéploiement, leur mutualisation, la corruption et l'absence de politique de santé solide. Les faux médicaments, qui constituent 70% dans le continent, le tout entrave les progrès en matière de santé. Puis, il y a 4 grands défis et qui sont imbriqués l'un avec l'autre. Je citerai le défi démographique, tu l'as dit, on prévoit un dédoublement de la population en 2050, ce qui a des implications sur les systèmes de santé, appelés à répondre à la demande croissante des services de santé, surtout aux 2 âges extrêmes, l'enfance et le 3e âge. Le deuxième défi est un défi de transition épidémiologique. Alors que l'Afrique représente les 2 tiers des maladies infectieuses dans le monde, elle est confrontée à une recrudescence des flambées épidémiques et reste plombée par le taux des maladies infectieuses qui auraient dû être déjà éradiquées selon les ODD. Notamment le VIH qui constitue 80% du VIH mondial, le paludisme 90% et d'autres flambées occasionnelles comme l'Ebola, la tuberculose. À rajouter aussi, c'est important, la moitié des décès maternels dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne, qui enregistre plus de 500 décès pour 100 000 naissances. Est-ce que c'est concevable au XXIe siècle ? Mais cet ennemi sournois, c'est cette alimentation malsaine, c'est le tabagisme, la consommation d'alcool, la vitesse qui juste au Maroc, va consommer plus de 16 milliards de dirhams comme dépenses. L'abus d'antibiotiques, la pollution atmosphérique sont également en augmentation dans le continent. Et la morbidité et la mortalité qui leur sont associées sont en hausse.
responsables de maladies chroniques, de mal-être, de maladies coûteuses, qui vont plomber les systèmes de santé et qui augmentent la charge de travail. Plus de 60% de la charge de travail de santé au monde se trouve en Afrique. Et je citerai, en tant que chirurgien cancérologue, ce cancer qui nous guette, qui est en explosion dans le monde, et l'Afrique n'échappe pas à cette explosion, qui demande une expertise, qui demande des infrastructures très spécialisées, qui demande des professionnels de santé avec une formation très pointue. Autre défi, c'est le défi technologique. Vous savez qu'il y a une innovation technologique en santé chaque 3 jours. À l'ère de la nanotechnologie, du ciseau génétique, de robotique, de l'impression des organes, tout le monde souhaiterait être bien traité. Mais comment? Alors ça dépend du financement, ça dépend de la formation, de la recherche, des infrastructures spécialisées, ce qui limite l'accès à des soins de qualité. Le 4e défi, qui n'est pas des moindres, et celui-là j'insiste énormément, c'est qu'il y a une pénurie grave des ressources humaines. C'est la vraie plaie en Afrique. En formation, en nombre, en répartition par rapport à ces déserts médicaux, en qualité. Et puis on oublie les formateurs. Mon maître, si professeur Al-Harash est ici, je salue sa présence dans la salle. La formation continue, ça ne s'arrête jamais. La recherche, et puis n'oublions pas l'épanouissement et les conditions de travail de ces professionnels de santé. Puisque aujourd'hui, on parle de pénurie, mais avec ça, il y a un exode. Au Maroc, on a plus de 600 médecins qui partent au nord chaque année. Une pénurie, mais avec ça, il y a une charge de travail. Pensez au burn-out de ces professionnels de santé. Pensez à la qualité de soins qui est inégale. En 2020, la région africaine a une densité de 3 médecins pour 1000 habitants, alors que l'OMS préconise plus de 27. Il faut que j'aille plus vite, le temps. D'accord. 3% des personnels de santé. Mais alors ça, c'était des défis, les 4 gros défis communs à l'Afrique. Mais il y a d'autres défis qui sont mondiaux, comme cette pandémie. Les pandémies, on va en voir de plus en plus. La santé mentale, je vais juste citer la résistance aux antibiotiques qui sont notés en tête de liste à l'OMS, la pollution de l'air, et on voit tous les débats dans le monde par rapport à cette question, et puis cette alimentation qui a complètement changé notre quotidien et qui engendre des maladies. Le changement climatique. Et puis j'arrive à ce digital, qui est un instrument facilitateur indéniable, qui est un bonheur pour les professionnels de santé. Mais il faut pas croire que c'est magique, qu'il va changer les systèmes de santé, qu'il va soigner les gens. Il y a des limites sur le plan juridique, sur le plan de responsabilité, sur le plan de réglementation. On peut parler de téléexpertise, de télésurveillance, de télérégulation. C'est des gros défis, mais il y a d'énormes enjeux à la santé. Il y a les enjeux de leadership, et on a vu la course au leadership lors du Covid, des enjeux économiques. C'est une manne financière extraordinaire, c'est un marché à forte croissance, plus de 1478 milliards de dollars. Il représente 10% du PIB mondial. Et donc, cette équité nécessite une approche à la fois holistique, intégrée, participative, qui va tenir compte du genre, des droits de la santé à la femme, on n'en parle pas assez en Afrique, des contextes culturels et des besoins spécifiques des populations les plus vulnérables. Avec 1 minute, Madame Arzadji. 2 Une. Je voudrais quand même, s'il y a... S'il vous plaît. D'accord. Avec les défis annoncés de pathologies virales et des maladies chroniques pour ce ciel, il faut plus que jamais bâtir des systèmes robustes, inclusifs, renforcés et résilients. Et s'il y a 2 priorités, si on devait parler de 2 priorités, c'est celui des ressources humaines et c'est celui de la prévention, qui va nous diminuer les maladies de plus de 30 à 40%. Je vais atterrir la dernière minute par rapport à ce contexte de santé en Afrique
sur la santé mondiale, parce qu'on dépend d'une santé mondiale, puisque les défis sanitaires transcendent les frontières nationales. C'est une réalité indéniable à cause des échanges internationaux, de la mobilité des individus, du mode de vie qui s'est transformé. Et cela présente un double tranchant. Ça peut nous faciliter avec la technologie, tout ça, mais aussi ça répartit, et c'est des menaces sanitaires mondiales qui se multiplient. Tout est imbriqué par ce processus de globalisation et on a l'impression qu'on est dans une sorte de compression du temps et de l'espace. On est comparable à un village mondial. C'est à l'échelle du monde que se joue désormais le destin pathologique des hommes. Tous les déterminants sont mondiaux aujourd'hui. On pensait que cette mondialisation va aplanir les choses, va faciliter, mais le constat est inverse. Les menaces augmentent, les inégalités augmentent et le fossé entre le nord et le sud augmente. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Arzadi. Moi, je peux vous écouter pendant des heures et des heures parce que tout ce que vous dites est très intéressant et très pertinent. Seulement, on est très pris malheureusement par le temps. On continuera la discussion tout à l'heure après le panel. Ben, écoutez, moi, ce que j'entends, c'est que c'est la One Health. Il n'y a pas une seule santé. Aujourd'hui, la santé est impactée par l'environnement, par tout en fait. Et la santé, c'est l'affaire de tous. Et nous sommes tous concernés. Et en parlant de la mondialisation, je vais céder la parole à Dr Kautar Elbiati. You are a board director, you are an executive leader, and you have been for a long time in big pharma companies, in biotech. You are an advisor for VCs and also for startups. You have been in US, in France, in UK, and in Middle East. And you are health economics. I have a background, yes. So from your perspective as health economics and as an expert in a pharma, in biotech, from your perspective, what are the key challenges and what are the key actions that we can implement to improve the health systems in Africa? Okay, sure. Thank you very much for the question, and thank you to Professor Arzadi. Thanks to Professor Arzadi for laying out the context. I think there are three key challenging areas that any national government need to consider in order to make some decisions in order to ensure health security. And those challenging areas, we can categorize them or classify them in three categories. The first one is governance and policy. The second one would be technological. The third would be industrial. When I say industrial, I put underneath also the research and development, the local manufacturing, and those are, I would say, capital intensive, as everyone knows. The second challenging area is technological, and what I mean is that we need to make an acceleration of healthcare digitalization, because most of the solutions to local problems could be done through technology. But when I say acceleration of digitalization, we need to have an interoperability between the platforms, the existing platforms, and to build new platforms. So this was for the second area. Now, with your permission, I will focus on the first challenging area, which is the governance and policy. I think everyone would agree with me that in Africa and in low-middle income country, the top priority is ensuring a universal health coverage. To ensure a universal health coverage and extend it to 100% of the population, and to
services such as the treatment and diagnosis of NCDs, the non-communicable diseases, you need to lower down the out-of-pocket levels, because most of the out-of-pockets are not being paid for by commercial or private insurance. It is being paid for by households. You will be very surprised that in Africa, in actually 20 countries out of the 54 in Africa, the level of out-of-pocket as a total of health expenditure is above 38% in 20 countries. In the 15 countries out of 54, the level of out-of-pocket is between 21 and 37%. This is huge. Families get bankrupt with that. So in order to achieve the health security and in order to achieve the universal health coverage, you need to reduce the levels of out-of-pocket. So this is number one. And this comes under a good health system financing, all right? Unfortunately, there is an inefficiency in the financing of most health systems across low and middle income countries in Africa and in the Middle East and North Africa, of course. The second inefficiency I would love to point out too is an inefficiency in procurement. What I mean by that, I will start by giving a figure. In the lower income countries, not in the high income, in the high middle income or the upper middle income countries, but in the lower income countries, 80% of the health products are being procured through the private sector. And this is clearly an inefficiency as well, because when you are in front of a market that is dominated by a few suppliers, there will be a monopoly, right? And there will be a few supply, and if there is a few supply, there will be a high cost, and if there is a high cost, it will be pushed down to the end user, and so we end up having out-of-pockets that are levels that are very high, and so we are not going to ensure the universal health coverage and the affordability and the supply of essential medicines, actually. So I think those are the key areas or the key inefficiencies that we need to tackle as related to governance and policy. And as I mentioned, and as it was mentioned by Professor Arzadi, the digital transformation would be key to ensure, to fix this problem of supply, to fix the problem of equity and the few doctors that are available today in countries in Africa, to treat people in remote areas, in the rural areas. It will also ensure, access, I said it, equity and quality of care. So yeah, that's Thank you very much. Thank you. Alors, donc si je peux résumer, pour assurer un accès équitable, affordable et de qualité à la santé, ça passe principalement par une couverture sanitaire universelle, laquelle couverture sanitaire a besoin de budget et de financement. Et pour optimiser ce budget, il faut faire des économies en termes acheter de façon intelligente, donc et aussi optimiser tout le circuit du parcours patient grâce à la digitalisation qui va apporter de la transparence, qui va apporter de l'optimisation des ressources et qui va permettre de bien optimiser le budget de la santé. Et le supply est clé.
et la Covid nous a aussi enseigné de façon, on va dire, douloureuse, surtout pour les pays qui ont un système de santé basé sur l'importation, et je tiens à rappeler que l'Afrique, 80% des produits de santé sont importés, principalement de la Chine. Et au moment du Covid, professeur Arzadi l'a très bien dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grande prise de conscience et on a commencé à parler beaucoup de la souveraineté sanitaire et de favoriser et d'encourager la production locale. Et dans ce cadre-là, le produit majeur au niveau de la Covid-19, c'était le vaccin. Qui c'est qui va trouver le vaccin, qui c'est qui va avoir accès au vaccin, premier arrivé, premier servi. Et après, c'est suite à cette pandémie que Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a donné ses instructions pour avoir une usine de vaccins au Maroc, qui se trouve à Ben Slimane, avec une capacité qui est très, très importante. Et en même temps, il y a eu d'autres initiatives au sein de l'Afrique. Et là, j'aimerais bien vous écouter. Jean, vous êtes directeur de l'agence belge de développement, Enable. Vous avez 2000 collaborateurs en Afrique et plusieurs initiatives qui convergent vers un accès, de aider les pays à garantir cet accès par rapport à la santé. Et j'aimerais bien vous écouter là-dessus. Merci beaucoup, mais premièrement, un grand merci à l'Institut Amadeus pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, et encore un plus grand honneur d'être le seul homme dans un panel d'experts. Je pense que c'était assez rare et il faut le souligner. Et merci aussi aux organisateurs d'avoir mis le thème de la santé dans un débat comme celui-ci. On a tendance à voir le développement socio-économique sous des aspects d'investissement majeurs en infrastructure, et on oublie, et c'était mentionné par les autres panélistes, l'importance du capital humain dans la réalisation des objectifs de développement. Et à ce titre, je suis très fier que la Belgique, comme ceux qui le savent en Europe, va prendre la présidence de l'Union européenne, une présidence tournante, à partir du 1er janvier 2024, et on a mis l'accès aux soins de santé comme une des priorités de la présidence, accès aux soins de santé qui soit abordable et de qualité. Et effectivement, donc Enable travaille dans 21 pays sur le continent africain, principalement les pays les moins développés. Donc on est fort présent au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, et dans d'autres pays qui font face à des crises chroniques. C'est un choix politique de travailler auprès des plus vulnérables. Et je dis toujours, le niveau de développement d'un pays se mesure dans la manière dont le pays traite ses citoyens les plus faibles. Et donc, on travaille avec ces pays dans le renforcement de l'État et le renforcement des systèmes de santé. Alors, quand le Covid est apparu, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agence? On travaille sur le renforcement des systèmes de santé, mais plus dans la construction de centres de santé locaux, dans la formation du personnel, dans la fourniture d'équipements. Mais on s'est dit, la Belgique, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier vaccin à Covid a été développé à Puurs, entre Bruxelles et Anvers. Et la Belgique est un des plus grands producteurs mondiaux de vaccins. On a un écosystème très fort, que ce soit au niveau régulatoire, au niveau des entreprises présentes. Et donc, la Belgique avait quelque chose à offrir au-delà de ce que l'agence seule pouvait offrir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est organiser plusieurs tables rondes avec les acteurs de l'écosystème du vaccin en Belgique, que ce soit l'Agence belge du médicament, Sciensano, l'institution de santé publique, Pfizer et d'autres acteurs. Et il est apparu un acteur, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Universell, qui est une jeune start-up belge qui a développé des nouvelles technologies pour pouvoir construire des usines de production de vaccins assez rapidement et à des coûts assez raisonnables. En même temps, le Africa CDC et l'Union africaine réfléchissaient comment doter l'Afrique d'une plus grande capacité de vaccins. Et on a commencé avec 2 projets pilotes au Sénégal avec en partie l'Institut Pasteur et au Rwanda en collaboration avec l'Union africaine et les sociétés privées. Et on a monté des consortiums en fait qui réunissent des acteurs publics, des agences de développement comme les nôtres. Il y a également l'agence française de développement et l'agence allemande qui sont impliquées, le secteur privé.
et le public. Et nous, en tant qu'agence, on s'est focalisé, ça a été mentionné par mes prédécesseuses dans le panel, sur l'aspect régulatoire. Parce qu'il y a parfois une erreur qui est faite de dire c'est le secteur privé qui va investir, mais le secteur privé ne va pas investir s'il n'y a pas un espace régulatoire clair, des règles claires et une perspective d'avenir. Et donc, on se focalise en fait sur la mise en place d'agences de médicaments. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, elles n'existent pas, ou en tout cas ne sont pas suffisamment équipées. Et alors, on fait ce que l'Afrique a un potentiel énorme de faire du leapfrogging par rapport à l'Europe. Vous savez que l'Agence européenne du médicament a été créée en Europe qu'il y a 20 ans, parce que chaque pays européen avait sa propre agence. Ici, il y a un potentiel énorme pour le continent africain de créer directement une agence, puisque les épidémies n'ont pas de frontières, de créer une agence au niveau africain. Et c'est le Rwanda, Kigali, qui l'abrite, l'Agence africaine du médicament, qu'on soutient également dans sa mise en œuvre. Et donc, notre rôle, pour nous, c'est d'amener le know-how des entreprises et le know-how de l'État au niveau régulatoire pour développer un écosystème favorable au développement de vaccins et d'autres produits médicaux. On ne se focalise pas que sur les vaccins, pour assurer une souveraineté des États et éviter que dans une crise qui malheureusement, ça a été dit aussi, elles vont se répéter, changement climatique, d'autres types de maladies arrivent, et que les pays sur le continent africain, y compris les plus fragiles, aient la possibilité d'être autonomes en termes de fourniture de médicaments. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est clair que la réglementation est clé. J'espère que la création de l'Agence du médicament en Afrique va nous permettre de standardiser et d'uniformiser les réglementations au niveau des pays de l'Afrique. Parce que j'ai parlé de la fabrication de matières premières et c'est clair qu'avoir une usine de matières premières en Afrique va avoir une capacité très importante et ce genre d'investissement qui sont très lourds sur le terme capitalistique, ont besoin de pays solidaires. Et pour ce genre d'initiative, ça serait très bien de créer des pôles au sein de l'Afrique. On va dire, l'ASLECA peut faciliter ça, de façon à ce qu'on peut garantir de remplir les capacités de ces usines pour fournir l'Afrique et peut-être pourquoi pas l'Europe. On est à Tanger, on est à 14 km de l'Europe, donc il n'y a aucune raison pour ne pas fabriquer et exporter à l'international. Donc oui, la réglementation est très importante. Tout à l'heure, j'ai parlé des études cliniques et parmi les défis des études cliniques au niveau de notre continent, ça vient aussi de la réglementation. Mais la fabrication locale reste très importante pour la proximité. C'est clair qu'on ne peut pas avoir une souveraineté sanitaire à 100%. Aucun pays ne peut la garantir parce que vu tous les inputs pour fabriquer un médicament ou un medical device, le plus important, c'est d'avoir une proximité, d'avoir la disponibilité des produits essentiels de façon à ce qu'on peut subvenir aux besoins des populations quand on en a besoin. Alors, accès équitable à la santé. So I will hand over to my close friend Hanan Sheybeino. En fait, une belle découverte lors de ces Meddays. Je suis extrêmement inspirée par Hanan parce qu'elle ne veut pas parler de son entreprise, de Maui Tessia, parce qu'elle est, you are graduated from Pennsylvania, US, you are a medical doctor, neurologist. Exact. And you are a CEO of Maui Tessia. Alors, cette entreprise, c'est l'exemple parfait du partenariat public-privé. Et c'est un peu ce que vous avez dit. On peut pas. Je pense que la meilleure configuration pour aller de l'avant et pour les investissements en Afrique, c'est les partenariats publics-privés. Pourquoi? Parce que des fois, les investisseurs privés, ils ont peur
parce qu'il y a des risques, on ne va pas se le cacher, il y a des risques au niveau de l'Afrique. Et le fait d'avoir des partenariats privés, ça peut garantir et sécuriser l'investisseur parce que c'est des projets qui vont être à moyen terme et leur garantir que ce projet va avoir lieu. Et en même temps, le privé va apporter son expertise. Donc, je reviens à Maui Tessia. En fait, elle est basée aux États-Unis et Hanan l'a délocalisée au Maroc. C'est une boîte qui fait du diagnostic. Et c'est le bon exemple de partenariat privé parce que moi, j'entends souvent qu'il y a des problèmes de réglementation, il y a des problèmes d'investissement, c'est très administratif, c'est très lourd, il y a des problèmes de compétences. Mais là, ici, on a un bon exemple d'une success story qui est là et qui a permis l'accès à un diagnostic précoce au niveau du monde rural. Mais elle a préféré parler plutôt de l'equality. So, from your perspective and your background, how we can ensure affordability, equality for healthcare for patients in the rural areas? Assalamu alaikum. Jumu'ah Mubarakah, first of all. To answer your question, so ensuring equitable and affordable access to health services in Africa for the entire population in rural and marginalized areas is really a complex but a very essential goal. And achieving this objective requires many aspects of a multifaceted approach that addresses various aspects of healthcare delivery, infrastructure, and socioeconomic factors. And I'll talk about them just briefly. But there are many strategies to achieve this goal and promote health equity and access in Africa in rural areas. The first one would be to strengthen primary care health centers, to expand, improve, and strengthen these facilities to make sure that they are, first of all, adequately equipped, adequately staffed, and accessible to the populations. Implement awareness programs with the local communities and make sure that there is an involvement from the community and that they are going through teaching and education and awareness programs to involve them in these programs. I would like to start first by thanking Professor Raja and the entire team of the committee of la Commission sur le Nouveau Modèle de Développement, which was an initiative under His Majesty's leadership and vision. And I truly believe that it is what truly gave us the framework and the roadmap, because it did a very, very thorough assessment on the field of what the needs were, a very objective, very comprehensive portrait of the needs on the field. And that really was a proposal of a credible and feasible path towards change. And I think that was an important milestone. The assessment that was done and the report that was produced is really what gave us the roadmap to follow. Workforce development, investing in teaching and investing in the workforce and healthcare professionals on the field is very important by giving incentives to these healthcare professionals to go work in these rural areas with the communities. Another point that I wanted to tackle is really the development of innovative models of care with mobile units. And I would like to, for example, quote and refer to the recent launch of the Unités Mobiles, mobile units with the Ministry of Health and La Fondation Mohamed V pour la Solidarité, that recently was signed and is a new way to reach these populations through these mobile units. And I think that is a great initiative because it will allow and extend the reach and allow medical and specialized professionals to deliver consultations and link them to a central medical platform. And that will, I think, open the door to the actual electronic health record. And I'll let my colleague later talk about that. But I would like to touch on the financial and to reduce financial barriers. Very, very important because you have to develop and implement health financing mechanisms that will protect
all these vulnerable populations from high out-of-pocket expenses, whether it is with financing or health insurance schemes, subsidies, fee waivers, to make sure that they don't end up with high copays and that they have fee waivers. We don't want someone who has difficulty making ends meet ending up with the same copay as somebody who makes has a very high income. So we have to make sure that we have initiatives or incentives that are in place for these populations. And actually, the recent health reform and coverage stems from His Majesty's firm and deep conviction to ensure that the right to access to the entire population, to all citizens, is one of the pillars of the sanitary reform to universalize social protection. To go back again to the community involvement before I start talking about how we do and how we can reach these populations is really the health information system and data. Data, powerful tool, very important to maintain health information systems because it will help us track all these marginalized populations and be able to determine what their needs are and be able to impact outcomes. Very important data-driven medical decisions that will help us tailor healthcare initiatives and interventions based on specific needs, based on specific regions, and based on specific areas in Africa. So technology and data analytics is really the best way to improve health surveillance, supply chain management, and resource allocation. Talk about the community involvement, making sure that they are part in the decision making, making sure that they are engaged and that you are building trust, collaboration, and empowering these individuals to be part of their, to be able to make informed decisions in their health, in their health. Target these health programs, specifically address unique challenges like we talked about, depending on maternal and child health, infectious disease control, nutrition initiatives, and tailor these interventions that will help through cultural and, of course, linguistic consideration to make sure that they are culturally sensitive and effective. Partnership and international support, very important to have, specifically addressing policy and reforms, collaborating with international organizations, NGOs, and donor access to funding with an expertise or technical expertise exchange, making sure that we have experts coming on the ground, training, and have kind of a concept of train the trainer that will have a ripple effect into these rural communities to make sure that you are able to impact and have better outcomes. Last but not least, is monitoring and evaluation. It's really good to do the assessment and have the interventions, but you also need to have a robust monitoring system that will allow you to adjust based on the population needs. Of course, having the impact and the necessary adjustments to impact the delivery and access. So last but not least, and to kind of wrap up, saying that ensuring affordable and equitable health services to African populations in rural and marginalized communities is a long-term commitment, of course, that will invest or sustainable investment, a political will, having the collaboration among governments, healthcare providers, civil society, and international partners, but of course, making sure that the populations and everything is tailored based on the population needs. I'll just touch on quickly on what we do as Mawitesia, so as part of the Moroccan diaspora in the United States. I think the report that I just discussed that was published by the Commission sur le Nouveau Modèle de Développement really showed us that there is a lot to be done in remote areas of Morocco and Africa. When you see that a pregnant woman has to travel 5 hours to get a routine test, or that when she gets to the lab, or when they do like a collection or sample collection in a lab, a local lab, by the time the sample gets to the main lab, that sample is no longer usable because it was damaged through transport. So we wanted to be part of the solution. When we see that, for example, and still in Morocco, the second leading cause of death is cervical cancer, when you can prevent that with an HPV
testing or screening early, we wanted to be part of the solution. So the sanitary reform that was launched by His Majesty, may God assist him, really made us think on how we, as part of the Moroccan diaspora in the United States, we wanted to kind of transfer innovations to Morocco for Africa. Initially, we started as a distribution company, Biotessia. We were bringing innovative sampling collection tubes that we were distributing. We have 7 distributors across Africa. We were actually working with Africa CDC, with Prosper Africa and USAID on the HIV surveillance program in Kenya. And we wanted to be different because it's great to import and distribute, but the pandemic really taught us a lesson. We have to count on our local supply. We have to produce made in Africa for Africa. So we launched a JV with our partner in California, Maui DNA, that was established in 2012, and Biotessia, and we created Maui Tessia. So we have launched with our partner Maser, part of UM6P and Moldiag, based on in Temsna outside of Rabat, a production line of these sampling collection kits. The goal is to build the manufacturing plant in Benguerir in February 2024, inshallah, because the goal is really to supply the rest of Africa. We never had a vision to produce for Morocco only. It was always impacting health outcomes in Africa. And it's doable. It is doable. I can tell you that it's not easy. We had many challenges. However, I would like to pay tribute to our government, the Ministry of Health, which was and supported us by our side from day one, the Ministry of Industry and Commerce, the Ministry of Investment, Convergence, Evaluation of Public Policies, and l'AMDIE for the investment agency, that really supported us and allowed the Moroccan diaspora in a very short amount of time to have kind of fast-track process and helped us with the paperwork, all the administrative paperwork, and allow this dream come true through their assistance and being there for us, and the financing opportunity through la Charte de l'Investissement. So thank you for allowing me to share my experience with the panelists and the audience here today. No, thank you for sharing. Thank you. Thank you. Actually, I insisted that you share your experience because we are more hearing, kind of we cannot, which is now we see that we can. Je pense le secret, c'est qu'il faut impliquer les parties prenantes bien à l'avance, que ce soit le ministre de l'Industrie, le ministre de la Santé, l'AMDI, regarder un petit peu toutes les subventions qui peuvent être à la disposition du projet, et il n'y a pas de raison. Donc, yes, we can. Alors, pour revenir à la question de comment assurer un accès équitable, affordable et de qualité au niveau du monde rural, une volonté politique, un engagement de la société civile, un engagement des parties prenantes au niveau de la santé, c'est du long terme. Et puis, bien sûr, tenir compte du besoin de la population. Il faut que ça vienne de chez eux et que ça soit pas du top-down. Moi, j'ai été invitée une fois à donner une conférence sur les enjeux socio-économiques de la santé en Afrique, et je me suis amusée à faire un exercice et de comparer en termes d'accès tout le parcours patient pour quelqu'un qui habite à Casablanca et pour quelqu'un qui habite dans un monde rural. Et c'était vraiment impressionnant. J'étais dans le détail de détail. Moi, j'ai une colique ou un mal quelque part. Je vais me réveiller, je vais descendre. Je vais prendre ma voiture parce que j'ai une voiture. Ou peut-être je vais prendre le bus parce qu'il y a un bus ou un train ou un tram à côté. Je vais aller au plus proche centre de santé ou chez un cabinet médical ou à l'hôpital. J'ai vraiment le choix de choisir ce que je veux, et je vais y aller et je vais avoir ma consultation. On me prescrit une radio, je vais aller voir le radiologue. On me prescrit des analyses, j'ai le laboratoire d'analyse, je vais le voir. J'ai une assurance maladie, donc je peux me permettre d'aller faire cette radio et ces analyses. On m'a prescrit le médicament, je vais l'acheter parce que je vais être remboursée. Après, je vais revenir pour le contrôle, etc., etc., etc. Quand je suis dans un monde rural, je me lève le matin, j'ai mal, peut-être il n'y a pas de transport, peut-être je dois y aller à pied, ou
ou peut-être ne pas y aller parce que c'est tellement pénible que je vais juste me dire tiens, je vais prendre une petite tisane et ça va passer. Je risque d'aggraver un diagnostic qui aurait pu être peut-être sauver une vie, je sais pas. Et chaque étape était pénible. Et quand on a les moyens, c'est encore pire. Et quand c'est une maladie, vous êtes dans le cancer qui demande beaucoup d'argent. Et quand c'est le papa de la famille qui ne peut pas aller travailler, qui va rester à la maison, qui ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants, et on va dans la précarité. Vous avez dit, professeur Zadi, que la santé, c'est global, c'est le One Health. C'est très lié au social, c'est très lié. Et je suis partie très loin avant. C'est la précarité, les enfants ne peuvent pas partir à l'école. Si c'est la maman, c'est vraiment impressionnant quand on fait cet exercice. Et grâce à la technologie aujourd'hui, vous en avez parlé, Dr Hanan, grâce à la technologie, on peut faire des téléconsultations. Il y a les unités mobiles, le projet qui vient d'être signé devant Sa Majesté, que Dieu le glorifie, des unités mobiles, des choses qui peuvent permettre un petit peu de soulager le citoyen. Et à partir de là, nous avons avec nous Zineb Drissi Qaitoni, d'Abadoc. Donc, tout le monde connaît Dabadoc, ben c'est elle. C'est la fondatrice de Dabadoc. Et je tiens à féliciter Dr Hanan et Zineb parce qu'ils ont gagné des prix très prestigieux, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit à l'international pour tout ce qu'elles font. Donc, Dabadoc, donc la prise de rendez-vous, et pas que. Donc, je vais vous donner la parole pour nous parler de comment améliorer l'accès à la santé à travers la technologie. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Oui. Juste une petite parenthèse, parce qu'il y a une initiative qui est très intéressante en Afrique, qui justement permet de ce supply et qui permet l'accès au traitement grâce aux drones. Il faut absolument que j'en parle. Et j'ai avec moi dans la salle mon ami Xavier Grezard, qui est dans le... écoutez, nous sommes dans une salle, il y a beaucoup d'experts. On va tout à l'heure vous donner la parole parce que sûrement vous avez beaucoup de choses très intéressantes à partager aussi. Merci beaucoup Radja pour avoir modéré ce magnifique panel. Merci à tous les panélistes qui ont intervenu. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être le plus concise. Merci à vous l'audience pour votre patience et votre intérêt pour ce panel, et merci à l'Institut Amadeus d'avoir organisé un panel autour de la santé. Donc comme tous les panélistes l'ont dit, aujourd'hui on arrive de manière transverse. C'est qu'aujourd'hui la technologie a son point. Le secteur de la santé a réellement connu un bouleversement ces dernières années, et surtout après la crise du Covid, qui est venue justement accélérer tous les aspects technologiques qui vont aider le secteur de la santé. Et aujourd'hui, la technologie, elle est là pour moderniser ce secteur, réellement. La technologie, elle vient en soutien. Elle vient en apportant de la transparence, de la fluidité, et au plus apporter un bien-être aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Il y a des chiffres qui ont été partagés par Radia, par les différents intervenants. En effet, aujourd'hui, l'Afrique représente 17% de la population mondiale. Elle représente 5% de la richesse mondiale, mais elle a 25% du fardeau des fardeaux des maladies en Afrique. 25% contre 2% de professionnels de santé dans toute l'Afrique. Donc, je reconfirme ce qu'a dit Madame Radia dans son introduction, c'est qu'aujourd'hui, on a une pénurie de professionnels de santé en Afrique, et il y a aujourd'hui des régions qui ont moins de 1 médecin par 10 000 habitants, ce qui est extrêmement inconcevable. Donc aujourd'hui, comment pallier justement à cette pénurie si ce n'est pas la technologie qui va venir apporter de l'aide, parce que on ne forme pas assez de médecins. Les médecins, justement, la scalabilité des professionnels de santé ne se fait pas de manière exponentielle. Et donc aujourd'hui, c'est la technologie qui va répondre à toutes ces problématiques en Afrique.
Pour parler aujourd'hui un petit peu de ce que notre cas d'usage, qui est notre entreprise, qui a lancé justement les services de téléconsultation bien avant le Covid. En fait, en 2018, nous sommes déjà, peut-être pour faire une petite introduction de qui on est. Aujourd'hui, on est une plateforme technologique présente au Maroc et dans quelques pays en Afrique, qui a d'abord commencé par la prise de rendez-vous, donc donner accès aux patients à travers le digital pour un accès plus direct, plus transparent, tout simplement parce qu'on a accès à des informations du professionnel de santé, de ses compétences, de ses spécialités, etc., pour justement éviter ce tracas de passer par l'assistante et d'avoir ce contact direct. La solution, elle a évolué et en 2018, nous nous sommes attardés sur la problématique justement de l'accès encore plus fluide et on a mis en place la solution de téléconsultation pour que les médecins puissent avoir un accès direct avec leurs patients. Arrive le Covid, cette solution a été demandée et réellement beaucoup plus utilisée par toutes les spécialités. Initialement, elle avait été conçue pour l'utilisation pour les médecins généralistes, pour leur donner un accès rapide au suivi de leurs patients, mais on a compris finalement qu'il y avait un réel besoin des spécialistes de faire le suivi avec leurs patients qui ont des ALD, des maladies chroniques. Et donc aujourd'hui, la télémédecine, en soi, elle répond à deux problématiques. Un, justement, vous avez parlé des zones rurales. Elle répond aux problématiques des patients qui se trouvent dans des zones enclavées, dans des zones loin, qui n'ont pas accès justement aux professionnels de santé, qui sont dans des petits villages où il y a éventuellement un petit centre de soins avec un infirmier, mais malheureusement, l'hôpital le plus proche est à 300 km. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle initiative des unités mobiles, on résout déjà cette première problématique qui est celle de donner accès à cette population qui, tantôt, n'avait pas accès direct. Ensuite, pour tout ce qui est téléconsultation, on va dire en zone urbaine, aujourd'hui, c'est plutôt un accès qui facilite cet échange continu. Et au-delà de la téléconsultation, aujourd'hui, en technologie, aujourd'hui, il y a d'autres outils. Il y a tout ce qui est application de santé qui nous permettent aujourd'hui, on a quasiment tous une smartwatch qui nous permet de mesurer notre rythme cardiaque, de mesurer nos pas, qui nous donne des informations sur notre état de santé. Et toutes ce qu'on appelle les medtech, donc les objets connectés, aujourd'hui vont faciliter le suivi. Et donc, vous avez parlé de prévention, donc, mais aussi la prévention. Donc, les medtech aujourd'hui vont faciliter la prévention des patients, justement, pour être avant-gardiste et aussi donner de l'information, donner un état des lieux du patient pour son médecin. Mais il y a aussi un autre aspect dont on n'a peut-être pas parlé, et ça rentre aussi dans l'initiative on va dire, de la digitalisation du système de santé. Et là, je vais parler peut-être du cas d'usage du Maroc, qui est finalement la généralisation de l'AMO, et où le ministère de la Santé va aussi mettre en place un système intelligent qui va permettre justement d'avoir un dossier médical partagé. Et donc, les professionnels de santé, à travers les différents hôpitaux, vont pouvoir accéder à de la data et donc à des données d'un patient avec les antécédents et pouvoir faire le suivi de ce patient. Donc là encore, c'est la technologie qui interagit. On n'est plus à l'ère du temps où on a nos fiches papier, nos petits cartons bleus, verts et roses, mais plutôt être dans une ère digitale et on est forcé, on est amené à le faire. Et si on ne le fait pas, on rate ce train. On rate vraiment cette transformation numérique, cette transformation digitale. Donc il est vraiment temps aujourd'hui, c'est un appel, c'est en cours. Il faudrait juste que ça prenne pas autant de temps de mettre en place ce système de dématérialisation justement du dossier médical partagé et avoir une interopérabilité entre le secteur public et le secteur privé pour justement avoir un système de santé qui soit efficace, équitable, abordable, parce qu'on traite justement avec la technologie tous ces sujets-là, et en passant bien évidemment par tout ce qui est préventif, parce que la technologie aujourd'hui, et j'insiste sur ce sujet-là, c'est que on peut résister au changement, mais bien au contraire, il faut aller avec le changement, il faut aller avec le courant du changement, parce qu'il ne peut être que bénéfique pour tout le monde.
que ce soit les professionnels de santé, les patients et aujourd'hui les donneurs d'ordre. Il faut travailler de manière collaborative et aussi inclusive. Parce que si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. On ne peut pas travailler en solo. Il faut que, aujourd'hui, de manière générale, sur le continent africain, que toutes les parties prenantes, vous l'avez mentionné, puissent travailler de manière assez inclusive pour mettre en place des systèmes qui soient homogènes, des systèmes qui vont réellement être scalables dans le temps et ne pas avoir une vision prédéterminée et à court terme, parce que la technologie avance très très vite et si encore une fois on ne prend pas le train, on sera déjà en retard. Peut-être un dernier exemple, parce que vous avez parlé de financement, je vais donner, je viens du monde des startups et du monde de la technologie et je suis beaucoup ce qui se passe à l'étranger, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Il y a une entreprise américaine dans la Silicon Valley qui vient de recevoir un financement de 100 millions de dollars pour mettre en place justement ce qu'ils appellent des care pods. Ce sont des cabines médicales qui sont, ce ne sont pas des cabines de télémédecine, hein, j'insiste, ce sont des cabines médicales. En fait, c'est un cabinet médical qui est, on va dire, digitalisé, où le patient a la possibilité de rentrer dans cette cabine et en quelques clics avoir son body scan, avoir toutes sa data qui est transmise et qui est transmise à un médecin pour justement qu'elle soit identifiée et analysée. Donc on est en Afrique, on est dans notre cocon, mais il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, parce que ce qui se passe ailleurs va probablement venir chez nous. Et donc, il faut, encore une fois, mon message clé, c'est qu'il faut pas résister au changement et il faut plutôt vraiment aller avec le cours de l'évolution naturelle de ce qui se passe dans ce monde. Et la crise du Covid nous l'a montré. Et pendant la crise de Covid, si ce n'était pas grâce à la technologie qu'on a pu suivre l'épidémie, qu'est-ce qu'on aurait eu d'autre comme solution qui nous aurait permis de suivre justement toutes les datas épidémiologiques et en même temps aussi garder cet accès grâce à la téléconsultation entre un professionnel de santé et son patient. Merci. Donc je vais peut-être juste clôturer pour dire qu'aujourd'hui on est réellement, et peut-être que je vais le dire en anglais, à mon sens on est là en fait, we're here to disrupt. En tout cas nous en tant qu'entreprise innovante, we're here to disrupt, to reboost and to reconnect the entire health tech ecosystem. Voilà. Merci beaucoup. Alors, professeur Arzadi a parlé des maladies du futur. Madame Zineb Dresser-Khetoni a parlé de la médecine du futur. Je clôture avec ce que j'ai retenu, c'est on va vers un système de santé efficace, équitable, abordable, inclusif, collaboratif, avec des partenariats publics-privés, avec un investissement intelligent et d'avoir tout le monde autour de la table parce que la santé est l'affaire de tous. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on aura un petit moment pour la salle? Ça y est, la session est clôturée. Ben, écoutez, c'est vraiment dommage. On continue la discussion après la session. Non, il n'y a pas de frustration, on va continuer la discussion.